Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'heure est à l'information sur Canal 2 International. Tout de suite, voici les titres à la une de l'actualité ce lundi. « 20 ans de prison ferme et 20 millions de francs CFA versés aux parents d'Inès Kamga. Le verdict final du procès d'Armand Tonkwa est tombé ce lundi. La famille peut enfin faire son deuil 4 ans après l'assassinat de leur fille de 23 ans. Double scrutin du 9 février 2020, déjà des non-partants pour ces échéances électorales. Des partis politiques ont annoncé leur retrait de la course dans ce journal. Le calendrier électoral, les détails sur le financement de ces élections, mais aussi l'analyse du contexte de ce rendez-vous. Et la convocation du corps électoral est tombée alors que s'ouvre demain la session parlementaire du mois de novembre, la dernière du mandat en cours. Réaction des députés en quête d'une nouvelle législature dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus au 19h50 sur Canal 2 International. 20 ans de prison ferme pour Armand Tonkwa et 20 millions de francs CFA à reverser à la famille d'Inès Kamga pour le préjudice. C'est le verdict final du procès qui pesait sur le condamné depuis 4 ans après l'assassinat de sa petite amie âgée de 23 ans au moment des faits. Une décision de la Cour d'appel du littoral qui permet désormais à la famille de faire son deuil. Les détails, c'est avec Yasser Trésor Tanou. Maître Tsemo tient la main de son client et l'encourage pour la suite. Une victoire qui se célèbre à peine, car rien ne pourra ramener à la vie la jeune Inès Kamga, assassinée le 8 décembre 2015, et le corps jeté tout nu dans un sac à Koto dans l'arrondissement de Douala 5e. Le coupable vient de prendre 20 ans de prison ferme pour assassinat et 20 millions de francs CFA d'amende. Nous pensons qu'il aura le sentiment d'être en train de payer le salaire du péché. Et comme on ne peut pas aussi le punir seulement pour le tuer, la fonction de resocialisation pendant les 20 années va faire son cours. Et nous espérons avoir un Tonkwa au sortir de la prison, un Tonkwa plus acceptable. Pour le père de la victime qui se bat depuis le début du procès sans relâche, la plaie reste béante. Que j'aurais souhaité, comme nous sommes des Bantous, qu'un de ces jours qui viennent en mémoire de ma fille, peut-être c'est un membre de sa famille, pleurnicher avec ma vieille mère qui a 93 ans et qui attend. Parce que jusqu'alors, je vous assure, c'est douloureux. C'est aussi le moment pour Christophe Monkamkamga de remercier les forces de maintien de l'ordre et la justice camerounaise. Au niveau des enquêtes, ils ont décidé que la justice sera rendue. Donc je demande aux Camerounais de faire confiance à la police, de faire confiance à la force de l'ordre. Même déjà depuis la fois dernière, c'est les mêmes gardes qui me tendaient les lotus pour essuyer mes larmes. Nous n'avons pas pu avoir une interview du condamné ni de son avocat. Pour la famille Monkam, le deuil d'Inès Kamga peut désormais débuter. Et une fondation en sa mémoire va être mise sur pied pour sensibiliser les jeunes filles, question d'éviter le type de piège qui s'est refermé sur leurs filles à la fleur de l'âge. Toujours en société, les faits remontent au jeudi 7 novembre. Une bousculade aurait fait une vingtaine de blessés au lycée de Colbison à Yaoundé. Les victimes ont été conduites en urgence dans les formations sanitaires environnantes. Janice Kamga et Michel Foucault sont allés à la quête du récit des victimes. Et la mort alors qu'ils s'étaient regroupés devant le portail, attendant l'ouverture des grilles. Le proviseur a fermé le portail pour que certains enfants qui n'avaient pas cours restent à l'intérieur du lycée. À un moment, les gardiens ont ouvert ce portail et comme les surveillants généraux poursuivaient les enfants, il y a eu mouvement de foule. C'est ainsi que certains enfants sont tombés et d'autres les piétinaient. Face aux affres de ce rouleau compresseur,
3 des victimes ont été admises ici, au centre médical d'arrondissement de Minkwameyos, où nous nous rendons. Le médecin-chef se refuse à tout commentaire. En tant que médecin, allez commencer au lycée. Nous sommes déjà allés au lycée, maintenant on est à votre niveau. Qu'est-ce que les médecins ont fait quand ça s'est passé? C'est ça dans le programme. Les 17 autres victimes sont arrivées aux urgences de l'hôpital de district de la Cité Verte, où ils ont été pris en charge jusqu'à vendredi. Les traumatismes sont légion. On avait des traumatismes oculaires, on avait des traumatismes articulaires. Il y a des enfants qui sont revenus le samedi pour une réévaluation. Il y a certains qui vont bien, d'autres, vous savez, sont des traumatismes. Le traumatisme, ça ne se termine pas en 1-2 jours. Le directeur a appelé la pharmacie, on a donné les médicaments gratuitement. Tous les soins ont été faits gratuitement à tous les malades. Au lycée ce matin, le proviseur serait absent. Impossible d'avoir son contact. Ce parent est venu spécialement des Vaudoula pour le rencontrer. Il nous livre sa doléance. Mon enfant a des yeux rouges, totalement rouges. Bon, là-bas, l'ophtalmologue m'a dit qu'il y a des vaisseaux qui se sont coupés. Et ce sont ces vaisseaux qui versent le sang au niveau de ses yeux. Si, n'est-ce pas, le proviseur peut s'en occuper, si peut-être il peut nous rembourser ce que nous on a déjà continué à faire, c'est tout. Aucune plainte n'a été déposée pour l'instant. Les parents souhaitent une prise en charge complète des accidentés jusqu'à guérison totale. Et un autre fâcheux accident dans ce journal, un incendie s'est déclaré ce matin même sur le site de la foire du Ngondo à Douala. Bilan, 10 stands réduits en cendres pour de nombreux dégâts. Pas de blessés, mais de nombreuses personnes sous le choc. Conduite d'urgence à l'hôpital. Yasser Trésor-Tanon et Thierry Nana nous apportent les précisions dans cette... L'incendie a été d'une rapidité impressionnante. Sur cette image amateur, l'on peut apprécier l'ampleur du fait de la construction des stands en planches et revêtus de paille. Le parc des Princes de Bali à Douala, qui abrite la foire du Ngondo, est interdit d'accès ce matin. 10 stands réduits en cendres, et selon quelques témoins, le feu est parti d'un congélateur court-circuité et s'est propagé. Aucune victime n'a souhaité s'exprimer à notre micro. Le roi du canton Bel, rendu sur le site ce matin, livre ses premières impressions. Les éléments, le constat de cet incendie, même s'il a commencé vers 5h30 ce matin, et de façon hasardeuse, nous sommes en train de prendre nos dispositions pour savoir exactement comment notre état de crise, pour savoir exactement comment on va s'organiser, mais sachez que nous prenons les dispositions qui conviennent. Merci. La réaction des sapeurs-pompiers a permis de circonscrire les flammes. La grande partie des stands reste non touchée. La fête doit continuer malgré l'incident. Rien ne va s'arrêter. Ce qui va se passer d'abord, c'est que on va essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé, de voir quelles dispositions sont à prendre en urgence, de manière à ce que la grande fête ne s'arrête pas. La foire du Ngondo, débutée le 1er novembre dernier, s'achève au soir du 1er décembre. Le 19h50 ouvre à présent sa page spéciale consacrée aux municipales et législatives de 2020. Le 9 février, la date est connue, c'est celle de la tenue de ces élections. Après 2 reports, ce double scrutin se tiendra dans un contexte sécuritaire instable et un paysage politique complètement modifié. Lille Piedjou et Joseph Wapon nous disent pourquoi dans cet élément. 4 ans qu'il y a presque plus de vie dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. 4 ans que les forces séparatistes dictent leurs lois. 4 ans que les habitants vivent au rythme des Gostao. 4 ans que l'économie des 2 régions est profondément affectée. 5% pour certains établissements bancaires et 50% pour les entreprises, selon les derniers chiffres du JICAM. 4 ans que les négociations et différents appels au calme
et tout récemment le grand dialogue national n'ont apporté aucune solution. La région de l'extrême nord est aussi affectée. Depuis 2009, Boko Haram multiplie les exactions, ce qui a impacté de manière drastique l'économie de cette région, notamment le tourisme, qui était l'une des mamelles nourricières de cette partie du pays. Même si ces attaques sont réduites de nos jours à quelques poches de résistance, aux frontières avec la République centrafricaine, le Tchad, kidnapping avec rançonnement, grand banditisme constitue le quotidien des habitants des régions du Nord et de l'Adamawa. Toutefois, la politique connaît un regain certain avec la montée de nouveaux leaders politiques à l'instar de Maurice Kamto du MRC, Cabral Libi, Serge Espoir Matomba et le SDF à la recherche d'un second souffle à cause d'un recul lors de la dernière présidentielle. C'est donc dans ce contexte que vont se tenir les prochaines élections législatives et municipales le 9 février 2020. Le corps électoral est convoqué et déjà quelques partis politiques annoncent leur absence à ce rendez-vous national. Un boycott qui suscite un questionnement sur l'impact véritable de ces absences annoncées. Cathy Nken et Marius Kossou se sont posé la question. Le CPP n'ira pas aux élections locales. La présidente l'a annoncé ce matin à Douala. Au lendemain de la convocation du corps électoral, Kalban Wala pense que les conditions ne permettent pas la tenue d'un scrutin crédible. Aujourd'hui, le problème des Camerounais, c'est l'eau, c'est l'électricité, c'est l'école, c'est la santé, c'est la route. Aucun maire ni député, selon le cadre juridique actuel au Cameroun, ne peut influer sur ces questions. Nous allons alors dépenser notre argent pour élire des personnes, pour les payer, parce que les parlementaires, eux, reçoivent un salaire tous les mois, les maires reçoivent une indemnité, pour payer des personnes qui ne peuvent résoudre aucun problème. Pour un Camerounais, est-ce logique? Est-ce que nous, les Camerounais, on pourra répondre à nos enfants dans l'histoire, quand ils vont nous demander, vous étiez en train de participer à quoi, comme ça, par rapport à notre avenir? Si aussi pipi la décision est prise, dans les rangs du SDF, l'on pense que le règlement de la crise anglophone est un préalable à la tenue des élections. Il est hors de question qu'on puisse organiser les élections dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest tant qu'elles ne sont pas encore appelées. Entre volonté d'harmoniser le calendrier électoral et la décrispation de la vie politique, Paul Biya fait le choix de convoquer le corps électoral. Un choix qui divise les acteurs politiques qui, pour la plupart, ont déjà amorcé la route vers la campagne électorale. Dans tous les cas, participer ou boycotter, un véritable dilemme auquel fait face les partis politiques d'opposition au Cameroun et qui suscite un questionnement sur l'enjeu de la participation. Législative et municipale, le calendrier, l'organisation, on voit cela avec vous en direct de la capitale Yaoundé. Arnaud Ngefak, bonsoir. Bonsoir Aimé, Catherine Moukouri, madame, monsieur, bonsoir. Restons sur les élections municipales et législatives de 2020, justement. Vous l'avez dit, les hostilités sont lancées depuis hier avec la convocation du corps électoral par le président de la République. Mais avant le 9 février, jour de scrutin, il va falloir tenir compte dans la suite des événements, des aspects juridiques, politiques et techniques du processus. Explorons les grandes dates de ces élections dans ce reportage de Brand Kamga et Samuel Bonis. Entre le 10 novembre 2019 et le 1er mars 2020, 180 députés et leurs suppléants, 10 590 conseillers municipaux seront élus. Première étape, après la convocation du corps électoral, le dépôt des candidatures suivant l'article 181, alinéa 1 du code électoral. Premier repère, ce sera naturellement le 26 novembre, qui sera la date butoir pour proposer les candidatures. Donc au-delà de cette date-là, 23h59, tout est fort clos. Nous allons attendre à peu près jusqu'au 11 décembre. On devrait pouvoir procéder à l'affichage des listes. 3 jours pour les éventuelles contestations jusqu'au 13 décembre. Le Conseil constitutionnel prendra la relève pour traitement des dossiers et la publication des listes définitives des candidats. Les commissions départementales de supervision pour ce qui est des députés et les commissions communales de supervision pour ce qui est des conseillers, l'élection des conseillers municipaux
sont mises sur pied au niveau d'Elections Cameroun. La campagne électorale, tant pour les législatives que pour les municipales, sera ouverte selon l'article 15, alinéa 1, au 15e jour précédant le scrutin. 26 janvier, nous entrons en campagne électorale et cette campagne électorale qui s'achèvera naturellement le 8 février à minuit. 9 février 2020, le jour dit, élections législatives et municipales, suivi de la proclamation des résultats. Dans les 72 heures, après la clôture du scrutin, dans chaque commune, on devrait avoir la liste des conseillers municipaux élus. Maintenant, s'agissant de l'élection des députés, des législatives, la loi prescrit au Conseil constitutionnel 20 jours à compter de la clôture du scrutin pour proclamer les résultats. D'éventuels contentieux post-électoraux seront vidés pendant les 20 jours et le 1er mars, les nouveaux députés seront connus. La session parlementaire de plein droit suivra quelques jours après pour vérifier, valider ou invalider l'élection des députés et la nouvelle législature prendra son cours. Et pour ce double scrutin, le gouvernement a déjà entamé les rodages. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, a reçu ce jour le président du conseil électoral, Eno Abrahams Egbe, et le directeur général des élections, Eric Essoussé, à son cabinet pour une séance de travail. Il était principalement question d'évaluer les besoins d'Elections Cameroun pour le double scrutin du 9 février prochain. Le ministre de l'administration territoriale en a profité pour passer le message de la nécessaire responsabilité des acteurs politiques en cette période électorale. Je vous propose un extrait de la déclaration de Paul Atangandji recueillie par Bertrand Sassé. Nous voulons, après cette réunion, et comme d'habitude, réitérer notre disponibilité, entière disponibilité, n'est-ce pas, à laisser élections conduire le processus électoral, tout en leur accordant l'assistance nécessaire dans l'accomplissement de leur mission. Savoir est-ce que l'organisme indépendant rencontre certaines difficultés, quels sont les défis à relever au niveau des régions, au niveau des départements et au niveau des arrondissements. Nous sommes tous mobilisés. Je compte sur la compréhension, la responsabilité des acteurs politiques et des responsables des partis politiques. Parce qu'ils doivent jouer un rôle important, ils doivent avoir un comportement conséquent et un comportement responsable. La nouvelle relative à la convocation du corps électoral est tombée alors que s'ouvre demain la session parlementaire traditionnelle du mois de novembre consacrée à l'examen et à l'adoption du budget. Ce sera la dernière session de la législature en cours et ce prétexte fait de celle-ci une des plus longues du mandat. Ambiance d'accueil de cette convocation du corps électoral par les élus de la nation avec Ghislain Pierre-Issono. Des bagages de députés encore frais à leur hôtel à Yaoundé. Les élus de la nation arrivent pour jouer l'ultime temps additionnel de leur mandat rallongé 2 fois. 30 jours d'une session casse-tête qui s'ouvre ce 12 novembre 2019. Des mois palpitants en perspective. On dirait que les députés rentrent en prison parlementaire. Même si ce n'est pas une session longue, mais c'est une session un peu particulière. Pourquoi? Parce qu'il faut aller d'abord se déplacer un peu avant de revenir. Il faut comprendre que c'est arrivé. Et nous sommes prêts pour repartir sur le terrain afin de reconquérir le mandat. À l'observation, la sérénité est relative. Il y en a qui font montre d'une sérénité de moitié. Ils ont la tête au mécanisme d'investiture. Les primaires ou les cooptations, la question se pose. De l'autre côté, ceux qui sont préoccupés par la nature de leur terrain politique. Les résultats de l'élection présidentielle d'octobre 2018 ont fait reculer les scores des partis classiques au profit des nouveaux comme Aïzeka, Douala ou même la région de l'Ouest du Cameroun. Nous expectons qu'il y a des lois qui vont venir pour qu'on examine. Mais ça, c'est déjà quelque chose qui est prévu. Quoique c'est toujours un mois, je ne crois pas qu'on va passer plus de 30 jours. Si le niveau de préoccupation n'est pas le même chez les députés, les plus inquiets ont à l'idée que l'âge électoral peut être revu à la baisse et ce ne sera pas pour faire leur affaire.
Des derniers incités par l'exécutif communal de la mairie de Saint-Mélima. C'est le marché moderne qui vient d'être inauguré par le ministre de la décentralisation et du développement local. C'est un don du chef de l'État financé par le FECOM à hauteur de plus de 4 milliards de francs CFA et réalisé par le génie militaire. Son inauguration a donné lieu à une véritable réconciliation entre les communautés récemment en conflit dans cette ville. Les moments forts captés par Emmanuel Koueta. Sonorité traditionnelle d'origine Bamoun, en plein Saint-Mélima, après la discorde d'il y a quelques semaines, comme un cri de réconciliation. Ça se passe sur la place du marché. Le marché moderne, flambant neuf. Voici l'œuvre accomplie. Les populations qui viendront exercer des activités commerciales ici, nous leur demandons de faire preuve de citoyenneté et de civisme. Volonté du chef de l'État, financement du FECOM, un peu plus de 4 milliards investis là, 3,6 hectares d'espace consommé, pour 162 boutiques, 360 places sous hangar, un bloc administratif et toutes les autres commodités d'un marché avant-gardiste. La voie d'accès comme un bonus géant. Le génie militaire y a mis toute sa force et son génie. Disposition spéciale pour que le malheur des incendies n'arrive plus jamais. Il y a au moins 5 mètres entre les différents bâtiments. Le type de câblage électrique a une spécificité particulière pour résister en cas d'utilisation prolongée de l'énergie électrique. L'idée de ce joyau est née d'un malheureux incendie survenu à l'ancien marché en avril 2011. Le chef de l'État saisi n'est pas resté insensible. Instruire au ministère de la Défense de construire à Saint-Mélima en urgence un centre de secours des sapeurs-pompiers et de l'équipé. En même temps, instruire au directeur général du FECOM la construction d'un marché moderne dans la ville de Saint-Mélima. Et voici un marché dont l'écho retentira jusqu'au Congo voisin, bien loin de Saint-Mélima, grenier important de la sous-région. C'est par ce marché et c'est à travers nos productions que nous allons donc ravitailler tout le pays. Et voici le merci de la nation aux acteurs de premier rang dans la construction de ce marché, des décorations. Et ça se fait. Restons dans le département du Ndiaye-Lobo pour parler de santé. La ville de Méomé-Sala abrite depuis hier une campagne de santé dédiée essentiellement aux maladies cardiovasculaires. L'initiative de la première dame Chantal Biya est portée par la fondation éponyme et mobilise à l'esplanade de l'hôtel de ville les plus grands spécialistes du Cameroun et d'ailleurs. La cérémonie de lancement a eu lieu hier à la place de fête sous la présidence du ministre de la Santé publique. Delphine Fonkou et Serge Alanziebo. Malheureusement, nous n'aurons pas ce reportage dans cette édition, mais nous l'aurons dans les éditions prochaines. Rendons-nous tout de suite à Douala pour la suite du journal. C'est avec vous, Aimé Catherine Moukouri. Bonsoir. Bonsoir Arnaud Nguefak, à votre suite on parle justement de santé. L'humanisation et la sécurisation des soins doivent être les priorités du personnel sanitaire. Voilà la recommandation du ministre de la Santé. Le docteur Manaouda Malachi s'est exprimé sur la question lors de l'ouverture ce matin des travaux de la 4e réunion des directeurs de la planification pour l'Organisation mondiale de la santé. Compte rendu de la première journée avec Mireille Flore Desfofotso et Marius Kossou. Couverture santé universelle, le Cameroun traîne encore le pas, contrairement aux autres pays africains qui ont déjà une longueur d'avance. Mais les choses se mettent progressivement en place, a assuré le ministre de la Santé publique ce 11 novembre au cours du lancement des travaux de la 4e réunion annuelle des directeurs centraux, bureaux et programmes de l'Organisation mondiale de la santé portant sur la grande planification des activités de 2020. Nous avons discuté un peu sur la question de la santé universelle. Globalement, il faut dire que nous avons mis tout à l'heure l'accent sur d'abord les actions de promotion, les actions de prévention pour arriver à la couverture maladie, parce que vous savez très bien que les maladies non transmissibles occupent une place de choix dans cette architecture. Et donc, fatalement, nous avons parlé de la couverture santé universelle. J'ai décliné un peu au niveau du Cameroun ce que nous faisons en ce moment. Je peux dire, pour répondre directement à votre question, que dans le cadre de la couverture santé universelle du Cameroun, nous sommes, j'allais dire, techniquement prêts.
il y a un certain nombre de préalables qui sont en train d'être étudiés par le gouvernement. Galvaniser la performance des systèmes de santé pour la couverture santé universelle et d'autres objectifs liés à la santé en matière de déterminants sociaux de la santé, expériences et leçons des pays. C'est sous ce thème que les experts échangent durant les travaux. Pendant 3 jours, ces représentants de l'OMS dans les différents pays d'Afrique arrêteront des stratégies pour une bonne action sanitaire dans leurs pays respectifs. D'autres questionnements et d'autres enjeux à présent, cette fois-ci pour la presse. Comment avoir une presse durable? Comment relever le défi du numérique? Ces préoccupations et bien d'autres étaient au centre de la rencontre organisée ce lundi même par la Fédération africaine du journalisme et le syndicat national des journalistes du Cameroun. Un atelier sur la reconstruction des syndicats, comme nous l'explique Denis Kwebo au micro de Stéphane Binek. Internationale des journalistes. International des journalistes et le syndicat national des journalistes du Cameroun organisent un atelier sur la construction stratégique des syndicats et le thème c'est le numérique et les journalistes africains, comment avoir une presse durable. C'est le thème général et la réflexion consiste à voir comment est-ce que les journalistes du Cameroun, ceux des autres pays d'Afrique, peuvent aller sur l'espace numérique, n'est-ce pas, prendre ce que les 3 géants Amazon, Facebook et Google prennent, à savoir 3 trillions de dollars. Il y a une migration généralisée vers le numérique. Il y a aussi un défi pour les syndicats à recruter les membres dans cet espace qui attire de plus en plus les jeunes. Il y a un challenge pour les syndicats à renforcer leur action, renforcer leur membership en recrutant pour que demain, n'est-ce pas, la relève puisse être assurée. C'est un atelier qui a plusieurs objectifs donc. Et les principaux étant justement donc la pérennité de notre activité professionnelle. Un autre rendez-vous s'est ouvert à Douala ce lundi, la 7e édition du Festival universitaire des arts et de la culture. Les ministres de la culture et de l'enseignement supérieur ont présidé cet après-midi la cérémonie de lancement des activités. Pendant 5 jours, les étudiants venus des universités d'État et des grandes écoles mettront en exergue le nous inclusif et dynamique, symbole de la fierté et d'appartenance au Cameroun. Suivons plutôt le ministre de l'enseignement supérieur au micro de Robert Charlitoc et Thierry Nana. La thématique de ce festival, le 7e Festival des arts et de la culture universitaire, est donc ancrée dans cette problématique, à savoir que la culture serve au vivre ensemble et à l'intégration nationale. Ce festival a donc pour finalité, pour objectif ultime, de permettre aux étudiants et aux étudiantes, si doués, si talentueux, si imaginatifs, si créatifs et même si géniaux, de pouvoir, à partir des cultures locales, art, photographie, théâtre, littérature, poésie, ainsi de suite, créer, contribuer à la création d'une culture nationale qui valorise également notre patrie. On est attaché à la patrie de manière ombilicale. C'est la raison pour laquelle la République accorde une place essentielle à ce festival. Et la République sait pouvoir compter sur les étudiantes et les étudiants artistes justement pour valoriser notre identité, notre vivre ensemble dans la paix, l'unité, la fraternité et l'amour du prochain, ainsi que le respect de l'identité de l'autre. C'est ce que nous appelons la différence dans la convergence.
Toujours en culture, justement, le plus grand rendez-vous culturel du peuple bandjoun se tient depuis quelques jours, le Sem Tojom, dont le thème cette année est axé sur la valorisation des ancêtres. Une grande marche a été organisée pour permettre à plus de 5000 personnes de marcher sur les pas des aïeux. Vanessa Melakamdem et Joseph Choupeau. Le peuple bandjoun marche sur les pas de ses ancêtres en refaisant le trajet que ceux-ci avaient effectué il y a plusieurs siècles lorsqu'ils quittaient le village Balin. Un déploiement de plus de 5000 personnes venues du monde entier, c'est l'une des articulations de la 8e édition du festival Sem Tojom. Je pense que les prochaines éditions, à partir de l'édition 2021, verra une mobilisation beaucoup plus importante. Moi, j'ai fait le déplacement spécialement pour participer à cet événement, donc de retrouver un peu ce qui nous a manqué dans notre enfance en fait. La marche conduite par l'honorable Albert Kounché, qui est par ailleurs président du comité d'organisation du Sem Tojom, est un moyen de renforcer les sentiments de solidarité et de fraternité auprès des fils de ce village du Konki, tout en prônant les valeurs du vivre ensemble. À travers cette marche, le message que nous voulons passer à nos frères, à nos sœurs qui sont pour la plupart de Bandjoun, c'est ne jamais se couper de leurs racines qu'est Bandjoun. Après avoir parcouru 29 km, c'est à l'esplanade de la chefferie que le groupe s'est ébranlé, accueilli par la chaleur que dégagent les différentes animations du grand rendez-vous culturel. Je voudrais vraiment féliciter le roi Bandjoun, le roi Balin, les deux rois qui se sont associés pour rassembler leurs fils afin que cette culture aille de l'avant. C'est donc parti pour plusieurs jours de communion, de réjouissance et de valorisation de la culture bandjoun avant le clap de fin du Sem Tojom 2019 fixé au 16 novembre prochain. Évaluation du travail accompli depuis 2010 par les entreprises belges dans le secteur de l'approvisionnement en eau potable, a adressé l'impact des dons belges en la matière, mais aussi scruter l'avenir. C'était là le cœur de discussion entre une délégation belge conduite par l'ambassadeur et la Camwater. Janice Kamga et Luc Vondo nous apportent les précisions dans cet élément. Water, appuyé par la Belgique au cœur d'une séance de travail de plusieurs heures entre le directeur général de la Camwater, Gervais Bolinga, et Stéphane Dopagne, ambassadeur du Royaume de Belgique au Cameroun. L'un des fleurons de cette collaboration est sans doute le projet de renforcement et d'extension des systèmes d'approvisionnement en eau de 14 centres au Cameroun. D'une valeur de 25 milliards de francs CFA, c'est l'entrepreneur Aspac International qui l'exécute. Les performances d'une autre entreprise belge, Balto, dans le même secteur, permettent de couvrir le pays au grand honneur de la Voix de Belgique au Cameroun. Ils ont réalisé des travaux dans plus d'une cinquantaine de centres au Cameroun, dans les 10 régions du Cameroun, et qui ont touché plus de 2 millions de personnes, donc une bonne partie de la population camerounaise. La séance de travail d'évaluation à laquelle a également pris part le président du conseil d'administration de la Camwater a permis de faire le tour des appuis de Bruxelles au-delà des entreprises. Nous avons aujourd'hui la visite de Finexpo, qui est le comité belge qui aide les sociétés exportatrices belges avec un élément don. Donc vous avez eu un élément don de l'État belge qui a permis de réduire la facture pour l'État camerounais avec un élément don assez important. Les 3 détentes de cette collaboration, c'est une mobilisation de 75 milliards de francs CFA en une décennie pour étancher la soif sous nos latitudes. Ouvrons à présent la page des sports de ce 19h50 et on parle football. Tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques. La sélection nationale A sera aux prises demain au stade Omnisport de Yaoundé avec la Côte d'Ivoire. Déjà au Cameroun, les Ivoiriennes ont fait la reconnaissance du terrain, succédées par les pouliches d'Alain Djemfa. Après un score vierge samedi dernier entre les formations, l'enjeu est la victoire quasi obligatoire pour les deux équipes.
Dans ce temps, le sélectionneur des Lions indomptables était face à la presse ce lundi en compagnie du capitaine Éric Maxime Choupo-Moting. Tony Conceição a décrit l'état d'esprit des Lions avant les rencontres amicales à venir face au Cap-Vert et au Rwanda. Écoutons-le au micro de Bertrand Sassé. Au Caire, pour Canada International. Journal en faisant ce retour triste sur cet événement, triste pour tout le pays. Le temps s'est arrêté samedi dernier à Bafoussam où le ciel s'est assombri lors de la cérémonie d'hommage aux 43 victimes de la catastrophe de Ngouaché. Walter Bertrand, Dimitri Kuaté. Dans ce lieu pour recommander à Dieu les âmes de nos frères et sœurs morts dans le cadre de la catastrophe naturelle survenue dans la nuit du 28 au 29 octobre dernier en Ngouaché. 45 corps alignés à l'intérieur des dépouilles d'hommes, de femmes, d'enfants et même des fœtus. Cœur meurtri, atmosphère lourde teintée de tristesse, famille éplorée, méditation, prière, réconfort. Nous sommes à la place des fêtes de Bafoussam ce jour devant une marée humaine pour la cérémonie d'hommage aux décédés de l'éboulement de Ngouaché, cérémonie présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant du président de la République. À l'entame, la pose de la couronne funéraire offerte par le chef de l'État et Madame Chantal Biya, suivie d'un ballet de prières interreligieuses ponctué de messages de consolation. Face à ce drame, tous se tournent vers Dieu, le Créateur. Outre des moments de consolation, quelques interventions, mais aussi témoignages. Un jour de catastrophe, j'ai été celui qui était sorti comme rescapé. À ma grande surprise, quand je sors dehors, la poussière avait inondé là-bas où c'était la poussière, les nuages, je ne sais pas. Quelques minutes après, je suis entré dans j'ai pris la torche. Les torches aux environs, je ne vois plus aucune voiture. Je commande à crier. C'est à l'instant que j'appelle les sapeurs-pompiers. J'apprécie les sapeurs-pompiers parce que, à quelques 30 minutes du drame, ils étaient déjà sur le lieu. On a trouvé les deux premiers corps ensemble. Ensuite, du matin, de 7 heures là jusqu'au matin, on avait retiré 7 corps. Ensuite, le message de condoléances du chef de l'État, lu par le gouverneur de l'Ouest. Je tiens, en cette dramatique circonstance, à adresser aux familles des victimes mes sincères condoléances, auxquelles j'ai joint la compassion émue de mon épouse. Bien avant le retrait des dépouilles, un geste de réconfort du chef de gouvernement envers les familles des décédés. C'est sur ces notes de tristesse que nous refermons cette édition du 19h50. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, même heure, sur Canal 2 International et nulle part ailleurs. Bonsoir à tous.